J'avais promis que je ne parlerais plus jamais de Pelé. Parce que Pelé ne raconte que de la merde, tous les jours. Vous vous rappelez que je vous avais dit un jour que c'était un poète quand il fermait sa bouche? C'est toujours vrai. Il n'a aucune putain d'idée de ce qui se passe dans ce pays. C'est un jour important dans la favela de Rocinha, la plus grande de Rio de Janeiro. Le visiteur du jour est très attendu. Le voilà. Il est candidat au poste de sénateur de l'État de Rio. Mais surtout, c'est une ancienne superstar du foot. Romario, 48 ans, 1m69, son surnom Baxinho, le Petit. Il est aujourd'hui largement en tête dans les sondages. Vous êtes toujours accueilli comme ça? Oui, plus ou moins. Je pense que si les gens me soutiennent aujourd'hui, c'est qu'ils ont une profonde envie de rénover la politique dans ce pays. Ils veulent une nouvelle politique. Je joue la transparence et je fais ce que je dis. C'est ce qui me différencie des autres candidats. Par ici, Romario, viens me saluer. Derrière lui, la candidate à la présidentielle, venue spécialement le soutenir. Elle aussi est en tête dans les sondages. Pour elle, l'image de Romario est précieuse. Enfant des favelas, gros caractère et toujours proche des pauvres. Il porte les couleurs du Parti socialiste. En queue de cortège, son petit frère Ronaldo, même regard sur un corps plus épais, il l'accompagne partout. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien pour le Brésil, c'est sûr. Il a changé depuis qu'il fait campagne? Il s'est beaucoup calmé. Il s'est calmé, mais il a toujours envie de gagner. Romario, ce n'était pas seulement un footballeur, c'est une légende. Lui-même revendique 1000 buts et 1000 femmes, chiffre impossible à vérifier. Aussi célèbre pour son titre de champion du monde il y a 20 ans que pour ses coups d'éclat mémorables. Romario était un génie du ballon, mais aussi un homme impossible à canaliser, désobéissant, bagarreur avec ses adversaires, mais aussi avec ses propres coéquipiers, lorsqu'il ne jouait pas suffisamment bien à ses yeux. Il s'en prend même aux supporters qui le critiquent sur le bord du terrain. Cette scène, filmée avec un téléphone portable, est restée longtemps la plus visionnée sur Internet. Le supporter finit par-dessus la balustrade. Un tempérament que regrettent encore les commentateurs sportifs dans les tribunes du stade Maracanã. Il a toujours été honnête, mais controversé. Il n'aimait pas qu'on lui dise où se placer sur le terrain. Par exemple, on lui disait de rester dans la surface devant le but, et il n'en faisait qu'à sa tête. Il s'engueulait avec l'entraîneur, et il en rajoutait des tonnes dans les interviews d'après-match. Il était comme ça. Il n'a jamais eu peur de l'autorité. Il tenait tête aux entraîneurs, aux dirigeants, aux arbitres. C'était un mec controversé, mais qui a toujours su où il allait. Et finalement, depuis que Romario a embrassé la politique, il n'a pas beaucoup changé. En 2010, il est élu député fédéral haut la main. Il fait passer plusieurs amendements, notamment en faveur des enfants handicapés. Sa fille est trisomique, c'est son combat. Mais comme au temps du terrain de foot, l'homme dérange. Certains de ses collègues lui reprochent par exemple de continuer à jouer chaque semaine sur les plages de Rio avec ses copains. Un député en maillot moulant rouge, ça ne fait pas très sérieux, disent-ils. Romario s'en moque et garde le sourire. Il fait ce qu'il veut et dit tout ce qu'il pense. Sa cible préférée, Pelé, l'autre légende, celui qui a demandé aux Brésiliens de ne pas manifester pendant la Coupe du Monde. J'avais promis que je ne parlerais plus jamais de Pelé. Parce que Pelé ne raconte que de la merde, tous les jours. Vous vous rappelez que je vous avais dit un jour que c'était un poète quand il fermait sa bouche? C'est toujours vrai. Il n'a aucune putain d'idée de ce qui se passe dans ce pays. Romario, comme des milliers de Brésiliens qui défilent, est violemment opposé à l'organisation de la Coupe du Monde. Du gaspillage, dit-il. Quant aux dirigeants du football international, le président de la FIFA est un voleur, un corrompu et un fils de pute. Nos gouvernants doivent comprendre qu'à partir de maintenant,
Le temps de la corruption, des escroqueries, des détournements de fonds, de la malhonnêteté et surtout du mépris envers notre peuple est désormais révolu. Un discours qui plaît et qui fait peur à ses adversaires. Aux états-majors des partis concurrents, on se méfie de ce petit homme qui séduit tant les favelas du Brésil. Le message est clair, Romário n'a rien à faire dans une institution respectable comme le Sénat. Le problème, c'est que le Sénat est un conseil de sages. Quand vous montez à la tribune, vous retenez l'attention de vos pairs si vous-même vous êtes un sage, si vous avez une expérience dans la vie publique. Le mandat d'un sénateur, c'est 8 ans. Il va lui falloir du temps avant d'obtenir le respect des autres sénateurs et leur confiance. Et là encore, Romário s'en moque. Il bichonne son électorat populaire. Salut les gars, je peux jouer au ballon avec vous? On joue sérieux ou on rigole? On rigole. Bah ouais, je vois qu'on rigole. Salut mec. Romário, mon père m'a dit que t'étais le meilleur joueur du monde, c'est vrai? Oui, je l'ai été. Romário, viens ici mon petit chéri. On va faire une photo. Bien sûr mon ami, avec plaisir. À moi, à mon tour maintenant. Depuis combien de temps vous faites le tour de tous ces quartiers? Depuis le 5 juillet et jusqu'au 5 octobre. Vous avez le temps de dormir? Je dors en moyenne 4-5 heures par nuit. C'est un peu compliqué, l'État de Rio compte 90 communes. J'en ai visité à ce jour 72 et je ferai le reste d'ici la fin de la campagne. Personne ne sera oublié? C'est sûr que non, je peux t'assurer que je serai le seul candidat de cette campagne à toutes les visiter. Merci à vous. Joueur, Romário avait la réputation de pouvoir retourner des situations à lui seul. C'est ce qu'attendent de lui ses électeurs, dans un pays riche, rempli de pauvres. Une tâche sans doute trop grande pour un seul homme. Mais avec 40% d'intention de vote, il est quasi certain de l'emporter. Une habitude. 30 mai 2014, aux Maldives, c'est un jour historique pour la Palestine. Son équipe de foot se qualifie pour la Coupe d'Asie 2015 qui aura lieu en Australie. Mais ce n'est pas qu'une simple victoire sportive. Le terrain de foot, c'est l'un des rares endroits où la Palestine est reconnue en tant qu'État. En 1998, la FIFA lui a donné une existence officielle et les joueurs comptent bien profiter de leur qualification pour se faire entendre. C'est très important parce que le monde entier va voir la Palestine. Wadi El-Ness en Cisjordanie, loin des paillettes du jour de la qualification. C'est le village natal de Taoufik Ali, l'un des gardiens de but de l'équipe nationale. C'est même ici qu'il a fait ses premiers arrêts, mais pas sur une pelouse, sur du béton. J'ai commencé ici, sur ce bitume. Je me suis blessé de nombreuses fois, parce que c'est très dur. Ce n'est pas comme la pelouse, où c'est plus facile de jouer. Mais c'est ici que je vis. Et ici, c'est un héros, évidemment. Être membre de l'équipe nationale palestinienne, la consécration suprême pour ces footballeurs en herbe. Le village a donné 2 joueurs à la sélection nationale. Taoufik donc, et son oncle, Khader. Ils nous reçoivent chez eux. Dans l'équipe, nous sommes tous des frères. On s'aime beaucoup. On est très proches. On ne partira pas d'ici car notre pays est plus important. Certains joueurs disent avoir reçu des propositions de clubs étrangers, mais tous veulent continuer à jouer pour la Palestine, malgré les difficultés. Car s'entraîner ici, c'est comme vivre ici, sous occupation israélienne. C'est compliqué. Regardez, il y a une colonie là-bas. À cause de ça, on ne peut même pas avoir de stade. Et pourtant, notre équipe en aurait besoin. Aujourd'hui, on s'entraîne dans la cour de l'école.
Dans quelques jours, ils partiront pour l'Australie et la Coupe d'Asie 2015. Derniers entraînements avant le départ, avec toujours les mêmes problèmes. Le bus des joueurs doit passer plusieurs checkpoints pour rallier Jéricho et le stade de foot à une 60aine de kilomètres de là. Nous, les athlètes, nous avons les mêmes difficultés que les autres Palestiniens. Par exemple, on ne peut pas se déplacer entre le sud et le nord de notre territoire. Si je me fais arrêter à un checkpoint, je dois montrer aux soldats ce permis et ma carte d'identité. Ils peuvent me dire que ce n'est pas valable. Aujourd'hui, le bus passe sans problème et les joueurs peuvent s'entraîner normalement. Sur le terrain, l'entraîneur parle foot et tactique de jeu. Tu fais des groupes de 2 avec un ballon par groupe. Mais aussi et toujours de politique. Sur les 16 équipes qui participent à la Coupe d'Asie, nous sommes la seule à représenter un pays sous occupation. Cela veut dire que notre responsabilité est plus grande. Nous devons prouver au monde que les Palestiniens sont capables de faire du sport malgré les conditions très difficiles. En Palestine, le foot n'est pas qu'une affaire de sport. La guerre fait aussi partie de la vie des joueurs. Aujourd'hui, l'un d'entre eux manque à l'appel. Ahmed El-Qatari, jeune espoir palestinien, mort lors des bombardements israéliens l'été dernier. Les autres joueurs venant de la bande de Gaza ont dû quitter l'enclave pour pouvoir rester en équipe nationale. Trop compliqué d'y entrer et d'en sortir. Alors, ils vivent loin de chez eux. Moi, je voudrais voir ma famille. On a réalisé le rêve des Palestiniens en se qualifiant. Mais mon rêve à moi, c'est de voir ma famille. La famille d'Abdelhamid est coincée à Gaza. Et lui, sans autorisation, ne peut plus s'y rendre sans risque d'y rester bloqué. Les problèmes politiques ne sont jamais bien loin. D'ailleurs, le grand chef du foot palestinien n'est autre que l'ancien monsieur sécurité de Yasser Arafat. Alors forcément, il parle un peu de sport. J'ai établi une stratégie. Promouvoir le sport en Palestine selon les règles et statuts internationaux. Le but était d'avoir des joueurs forts, professionnels, capables et qualifiés. Mais surtout, il martèle son message politique. Nous allons représenter la cause de notre peuple. Nos joueurs vont se battre avec la ferme volonté de gagner. Pour des raisons nationales et pour des raisons politiques. L'équipe est logée dans un hôtel en Cisjordanie. Pour limiter les déplacements et donc les checkpoints, les joueurs vivent ici, ensemble. Nous retrouvons Abdelhamid, le Gazaoui qui n'a pas vu sa famille depuis 2 ans. Salut maman, comment ça va? Ça va, tu pars quand? Mardi, si Dieu veut. Je te souhaite de réussir. Pour aller à Gaza, je dois passer par la Jordanie, puis l'Égypte, et c'est très compliqué. Il faut faire le tour du monde pour sortir ou entrer chez nous. Abdel, on va voir le président. Et après, on a une soirée officielle. C'est pas tous les jours qu'on a l'honneur d'être reçu à la Moukata. Ce soir, l'équipe est reçue à la Moukata, le siège de la présidence palestinienne. Mahmoud Abbas lui-même est venu les féliciter, avant même qu'ils n'aient joué leur premier match. Allez, on fait une photo. Le soir, une grande fête est organisée en leur honneur. On y trouve tout le gratin local. Sur scène, un autre symbole de la Palestine qui gagne. Mohamed Assaf, le vainqueur du télécrochet Arab Idol il y a 2 ans. Je voudrais qu'on applaudisse Mohamed Assaf. Autour des joueurs, de simples supporters et des membres de l'autorité palestinienne. Sa mère Maraba, lui, n'est pas à la fête.
Attaquant de l'équipe nationale, il vient tout juste de sortir de prison, où il a passé 8 mois. Accusé d'avoir fricoté avec le Hamas, il s'est fait arrêter par Israël au retour d'un camp d'entraînement au Qatar. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont confisqué mon passeport et mon téléphone. Ils m'ont dit qu'ils me le rendraient quand je serais libéré, mais ils ne l'ont pas fait. Sa mère a demandé au ministère de l'Intérieur un nouveau passeport, en vain. Il ne partira pas en Australie, il restera bloqué du mauvais côté du mur. C'est le grand jour. La Palestine n'est pas un État, mais son équipe nationale va défendre son drapeau à 14 000 km de là. Premier match le 12 janvier face au Japon, un adversaire de taille. Mais pour une fois, l'adage a du sens. L'important pour eux, c'est de participer. Il aura suffi d'un drone pour déclencher de nouvelles tensions dans les Balkans. Belgrade, le 14 octobre dernier. La Serbie reçoit l'Albanie pour une qualif à l'Euro 2016. Peu avant la mi-temps, un drapeau de la Grande Albanie, le rêve des ultranationalistes albanais, surgit au-dessus de la pelouse. La bagarre éclate et tout le monde s'y met. Les membres des deux staffs viennent prêter main forte avant que des hooligans n'envahissent le terrain à leur tour pour agresser les footballeurs albanais. Quelques minutes plus tard, les joueurs parviennent péniblement au tunnel des vestiaires. Le match ne reprendra pas. Nous avons retrouvé un supporter serbe qui assistait au match ce soir-là. Le sujet étant très sensible, il souhaite garder l'anonymat. Selon lui, l'incident était inévitable, notamment à cause du Kosovo, cette ancienne province serbe devenue indépendante en 2008 et peuplée d'une majorité d'Albanais. Il s'agissait d'une provocation, bien sûr. Les gens étaient furieux. Dans les tribunes, il y avait plein de Serbes expulsés du Kosovo par les Albanais. Imaginez un peu, si un drone survolait le Parc des Princes avec un drapeau nazi, je pense que ça poserait aussi des problèmes. Les hooligans serbes n'en étaient pas à leur coup d'essai. Les déchaînements de violence sont fréquents, parfois dramatiques. Comme ici, en septembre 2009. Brice Taton, un Toulousain de 29 ans, est battu à mort par des hooligans du club du Partizan de Belgrade. En Serbie, le hooliganisme est lié de très près au nationalisme. Ces supporters ultras sont infiltrés par des organisations radicales d'extrême droite, issues de l'église orthodoxe. La violence des supporters va bien au-delà des stades. La première Gay Pride organisée à Belgrade en 2010 a tourné à l'émeute. Au nom de l'identité serbe, des hooligans s'en prennent violemment aux manifestants. Bilan, plus de 90 blessés et un centre-ville saccagé. Nous avons voulu comprendre comment ces groupes, pourtant parfaitement identifiés, étaient capables d'organiser de telles violences. Ce sociologue a longuement étudié les ultra-serbes. Pour lui, ils sont protégés par la classe politique. La plupart sont intouchables car depuis toujours, il existe des liens très forts entre les leaders des supporters et les différentes structures de l'État d'une part et des politiques d'autre part. Ils sont tellement bien organisés que les ultras de l'Étoile Rouge, par exemple, peuvent réunir jusqu'à 40 000 personnes en un rien de temps, ce qui est impossible pour n'importe quel parti politique. C'est ça qui fait leur force. On aurait bien aimé rencontrer des hommes politiques, mais tout comme la fédération de foot et les clubs, personne n'a souhaité nous rencontrer. La porte-parole du Partizan de Belgrade nous a même répondu avec un curieux mail. Je vous informe que les images que vous souhaitez tourner ne pourront être utilisées qu'exclusivement dans le cadre d'un reportage qui parle des succès du Partizan ou de son école de formation. La porte-parole du Partizan nous laisse finalement accéder à un entraînement, à condition de ne poser aucune question. 10 minutes au bord du terrain, pas une de plus. Nous en profitons pour laisser traîner un micro pendant l'échauffement. Compte tenu de votre sujet, vous devez faire très attention. C'est un sujet sensible. Je sais ce que veut dire un tel reportage. Je sais que vous pouvez dire du mal avec vos commentaires. Et pourquoi c'est si sensible? Parce que la Serbie est un pays sensible. Ici, tout est politique. Mais que viennent faire les politiques dans le foot? Vous plaisantez, j'espère.
Dans la région, football rime avec politique. Les stades des deux clubs rivaux de Belgrade, le Partizan et l'Étoile Rouge, sont recouverts de slogans nationalistes et revendiquent l'appartenance du Kosovo à la Serbie. En ville, les supporters marquent leur territoire avec des graffitis à la gloire des clubs. Les ultras de l'Étoile Rouge ont toujours été liés de près à l'histoire de leur pays. Pour que l'un d'entre eux accepte de nous parler, nous avons choisi un ancien. Bonjour, ça va? Ratko ne fait plus le coup de poing, mais il a tout connu. Pour nous parler, il préfère nous emmener dans un endroit sans public. Ce sera l'arrière-salle de cette petite boulangerie. Aujourd'hui, il est fier d'exhiber sa carte de supporter qu'il a eue à 13 ans. Pour lui, le foot est une affaire sérieuse et violente, dans laquelle les supporters ont joué un rôle dans l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Les supporters de l'Étoile Rouge sont nationalistes, c'est vrai. À partir des années 90, dans les stades de foot, tous les incidents entre supporters étaient un préambule de ce qui allait se passer ensuite sur le plan politique et militaire. Avec d'autres supporters de l'Étoile Rouge, je suis parti au front quand la guerre a commencé en 91. Comme Ratko, les supporters de l'Étoile Rouge étaient massivement recrutés par les milices paramilitaires serbes qui ont combattu en Croatie puis en Bosnie. Voici le match qui a précipité la disparition de la Yougoslavie. Nous sommes le 13 mai 90. Les Croates du Dynamo de Zagreb reçoivent les Serbes de l'Étoile Rouge. Dans un chaos infernal, les slogans nationalistes résonnent. Les supporters des deux équipes s'affrontent violemment. Il y aura 138 blessés. Quelques mois plus tard, la guerre commençait. Aujourd'hui, à chaque match de foot, la police serbe est sur les dents. Maintenez suffisamment d'effectifs pour empêcher les supporters du Partizan d'aller au stade de l'Étoile Rouge, comme ils l'ont fait la dernière fois. Une unité spéciale anti-hooligan sécurise les rues de Belgrade. Il faut bloquer la rue. Les policiers à cheval vont venir vous aider. Dès que les supporters sont en ville, les policiers ne les lâchent pas d'une semelle. Venez par là, venez par là. Le Partizan de Belgrade joue un match de championnat. L'enjeu est faible, mais la veille, l'assassinat d'un supporter serbe en Turquie lors d'un match de basket a ravivé les craintes de débordement. Le stade du Partizan est celui qui a été survolé par le fameux drone pro-albanais. À l'entrée du virage sud, la tribune des ultras, tout le monde a droit à une fouille en règle. Le match a débuté, nous le suivrons au PC sécurité. Il y a marqué quoi sur la banderole là? Les tribunes sont loin d'être pleines, mais ici, policiers, gendarmes, sécurité privée et services de renseignement, rien que ça, surveillent les supporters. Dans les tribunes, les drapeaux aux revendications nationalistes sont agités fièrement. Des fumigènes sont jetés vers le terrain, les policiers laissent faire. Ce qui les inquiète le plus, ce sont les possibles actes de représailles contre la Turquie à cause du supporter poignardé. Là-bas, vous voyez, c'est un drapeau d'un groupe de supporters turcs. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, s'ils vont le brûler ou pas. Et s'ils le brûlent, vous intervenez? Non, pas vraiment. Tant que ce n'est pas le drapeau d'un pays, on ne bouge pas. Sinon, on est obligé d'intervenir. Là, on regarde et on attend de voir ce qui se passe. Finalement, le drapeau du groupe de supporters turcs sera bien brûlé. Pas facile de défaire des années de propagande et de conflits entre les peuples. Le match retour de la Serbie contre l'Albanie à Tirana se jouera sans les supporters serbes. Est-ce que t'aimes jouer au football? Bof. Pourquoi? C'est ma mère qui m'a forcé à faire du foot. Wuxi, près de Shanghai, des dizaines de tout petits footballeurs s'entraînent sous l'œil expérimenté d'un coach espagnol. Il ne vient pas de n'importe où, il a été prêté par le Real Madrid, rien que ça. Il est là pour sélectionner les meilleurs apprentis footballeurs. Ici, dans la ville de Wuxi, on devrait recruter à peu près 18 joueurs. Mais il y a plein d'autres coachs espagnols qui sont en ce moment ailleurs dans toute la Chine en train de chercher les meilleurs joueurs. En un seul week-end, on peut tester le niveau de 500 joueurs.
Le coach du Real Madrid recrute pour l'Académie chinoise de football, la plus grande du monde évidemment. Elle s'est donnée pour objectif de faire du foot chinois le meilleur du monde, évidemment. C'est d'ailleurs un devoir patriotique, vanté par ce clip de promotion à l'américaine. En fait, l'impulsion vient d'en haut, de tout en haut, du président chinois lui-même, qui semble aimer le football. Après avoir assisté à un match de football, le président est allé sur le terrain pour faire un petit essai. Ça vaut instruction. Du coup, ces jeunes n'ont pas trop le choix. Il faut être bon. Léo, 6 ans, est déjà à fond. Je joue au football depuis que je suis née. Je veux être Messi. Mon père me dit que je dois m'entraîner tous les jours à la maison pour devenir Messi. Et son père a lui bien compris l'intérêt supérieur de la nation. Nos enfants sont les étoiles de l'espoir. Nous voulons qu'ils portent haut les couleurs de la Chine. Dis-lui d'aller plus lentement, ok? Les sélectionnés iront donc à l'Académie chinoise de football. Ce temple du ballon rond, le voici. Une usine à champions sortie de terre il y a 3 ans dans le sud du pays. Entièrement financée par un milliardaire membre du Parti communiste et proche du pouvoir, Xu Jiayin. La plus grande école de football au monde, 50 terrains, 150 entraîneurs pour 2600 élèves, filles et garçons, de 10 à 17 ans. Chez les moins de 15 ans, la star, c'est Ning Aoxu. Il a découvert le ballon rond il y a 3 ans seulement, victime de cette nouvelle priorité nationale. Est-ce que t'aimes jouer au football? Bof. Pourquoi? C'est ma mère qui m'a forcé à faire du foot. Elle attend de moi que je devienne une star aussi vite que possible. J'essaye de lui dire que ça prend du temps, mais j'ai énormément de pression. Aujourd'hui, à l'Académie, séance photo pour les 2600 pensionnaires avec le directeur de l'école. On est prêt à tout pour qu'un jour la Chine brandisse la Coupe du Monde de la FIFA. Donc on a mis une copie du trophée à l'entrée de l'école pour rappeler aux élèves notre but à tous. Il y a du travail, mais j'en suis sûr, le jour viendra où nous ramènerons cette coupe en Chine. Le directeur a une recette, la baguette. L'uniforme est obligatoire et il ne s'agit pas d'un uniforme quelconque. C'est un maillot de foot pour rester dans l'ambiance 24 heures sur 24. Ensuite, les moindres faits et gestes des apprentis footeux sont épiés et dénoncés si besoin est. On est en charge de la surveillance. On doit punir ceux qui sont en retard ou qui ne portent pas l'uniforme de l'école. On les dénonce. À l'intérieur, c'est pareil. Il y a un monsieur cantine, par exemple. Je suis de surveillance à la cantine. C'est au tour de ma classe cette semaine. Il y avait plein d'élèves qui oubliaient de débarrasser leurs assiettes. Alors on surveille et ça va mieux. Et enfin, gavage. Les cours classiques s'étalent de 8 à 4 heures. Mais on y parle football de toute façon. Petit exemple en cours d'anglais. I am pleased to play football with you. Don't worry, even great piano players have to practice. Hard work and a lot of practice are the only way to become a good piano player. So we should... Et en cours de chant. On s'entraîne aussi beaucoup au football, évidemment. 2 heures par jour, 6 jours sur 7, sans compter les heures supplémentaires.
En fin de journée, nous retrouvons Ning Aoksu, l'attaquant vedette qui n'aime pas trop le foot. Direction les dortoirs et la chambre qu'il partage avec 5 de ses coéquipiers. Je viens du Guangdong, dans le sud de la Chine. Je ne rentre chez moi qu'une fois tous les 2 mois. Dans l'ensemble, ça va. Et quand ça ne va pas, j'appelle mes parents et on se parle au téléphone. Et puis j'ai les copains, on s'entraide les uns les autres. Sa journée n'est pas terminée. Avec ses copains, il va s'entraîner quelques heures supplémentaires ce soir. Ils ont peur de perdre leur place dans l'équipe élite. La pression, toujours. Pour tenir le rythme, petit détour par l'infirmerie. Qu'est-ce que vous prenez? Du glucose. On est épuisé, ça va nous permettre d'éviter les crampes. Et vous prenez des produits pour améliorer vos performances? Non, ça c'est interdit. Il n'y a pas d'exception. Si on prend des produits dopants avant les matchs, on risque d'être puni avec une amende et une interdiction de jouer. Notre entraîneur ne rigole pas avec ça. Il nous interdit d'en prendre. La Chine s'est donné pour objectif le mondial au Qatar en 2022. Ça ne laisse pas beaucoup de temps à Ning Aoksu et les autres pour devenir de vrais pros. Mais ils font comme si. Tous les humains sont faits pareils. Alors si certains ont commencé le foot avant nous, à nous de travailler encore plus dur pour les battre. On est tellement nombreux. 1,3 milliard de Chinois. Alors si tout le pays s'y met, je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir une super équipe de 20 joueurs. Pendant ce temps-là, l'académie met les bouchées doubles. 30 terrains de foot sont en construction. Il s'agit de former toujours plus de footballeurs pour sortir la Chine des abîmes du classement FIFA. Le pays est 84e pour le moment. Solo mandarine e arancia. Non sapete giocare, africani di merda. Siete bastardi di merda, negri di merda. Quand ils commencent à parler, je cherche à marquer un deuxième but encore, un troisième but encore. Je continue à jouer. Comme ça, c'est ça qui me permettra de me venger. Un dimanche comme un autre en Italie. À Rosarno, une équipe de foot se motive à quelques minutes d'un match de championnat. Yaya, le capitaine, est à fond. Quand je porte le maillot, je deviens un autre Yaya. Un lion en personne. Dernière consigne de l'entraîneur. Gaetano, Yaya, vous devez parler avec lui. Vous devez rester serré, jouer rapproché. Yaya, toi tu joues à droite. L'arbitre vient chercher les joueurs. Bon match, les gars. Il y a quand même une différence avec les autres équipes du championnat. Les Coa Bosco, c'est le nom de leur club, sont tous africains. Il n'y a pas un seul Italien. Ce sont des migrants, des réfugiés. Une équipe de 2e division régionale italienne, née dans des circonstances dramatiques, il y a 6 ans. Janvier 2010. Pendant plusieurs jours, la petite ville de Rosarno est submergée par une vague de haine raciste. À coups de fusils et de barres de fer, les habitants traquent les 1500 Africains de la ville. Les migrants se rebellent et sont une 2e fois victimes des policiers cette fois-ci. Il y a plusieurs dizaines de blessés. Tous les Africains quittent la ville. Mais à l'époque, un homme décide de briser ce délire xénophobe. Nous sommes au stade de l'équipe des Coa Bosco, 2 jours avant leur match. Comme tous les soirs, ils sont à l'entraînement. On fait 2 équipes. 2 touches de balle, 2 touches de balle. Recule, Yaya, recule. Yaya, tu as vu que tu es mal placé? Non, tu es défenseur central, tu dois rester là-bas. Sur le bord du terrain, à côté de l'entraîneur bénévole, l'homme qui a changé la vie des migrants après les lynchages de 2010. C'est Don Roberto, le curé du village. En 2010, on a cherché une solution pour intégrer les migrants. L'une des choses qui nous a semblé la plus facile a été de les faire jouer au foot. Le travail pour le papier et là où on dort, tout ce qu'on a besoin.
C'est lui qui nous donne tout. Il est comme le papa de tous les Africains qui sont ici. Lui, c'est Doumbia, le meneur de jeu ivoirien de l'équipe. Le papa curé, qui est aussi le président du club, s'occupe de tout, avec l'aide de bénévoles et de dons. Et ces footballeurs amateurs ont tellement bien joué que l'an dernier, ils ont remporté leur championnat. Rosarno est apaisée aujourd'hui. Cette ville pauvre et très catholique de 15 000 habitants accepte de nouveau les migrants, mais de façon plus ou moins forcée. L'État italien y a installé 3 camps de réfugiés. Au total, plus de 2000 Africains y vivent dans des conditions déplorables. C'est dans l'un d'eux, un immense campement à un quart d'heure du centre-ville, que nous retrouvons Doumbia, le meneur de jeu. Les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, le Sénégal, le Ghana, tout. Il y a tout le monde que tu connais, où tous les Africains sont là. Cela fait plus d'1 an qu'il habite dans une tente. Nous sommes 3. C'est ici on habite, c'est ici. Nous sommes Ouattan. Jusqu'à le jour où Dieu va nous aider. Doumbia est ouvrier agricole, payé au noir évidemment. Pour lui, le foot, c'est un moyen d'obtenir des papiers et l'espoir de gagner de l'argent pour aider sa famille. Maman m'appelle, mes frères m'appellent, cela je les parle toujours. Ah les frères, calmez-vous, je n'ai pas encore gagné un club pour jouer au foot là-bas. Bon. Je me débrouille. Il veut y croire. Ça a marché avec son capitaine, Yaya. Nous le retrouvons à 10 km de là, en plein travail. Grâce au club, il a obtenu un emploi et un titre de séjour. Tu ne dois pas toucher ça, ok? Tu fais seulement de là à là. Yaya gagne 500 € par mois pour rénover des yachts à 400 000 €. Si les choses se sont arrangées depuis 2010, le racisme ordinaire est toujours là, en dehors et dans les stades. Sapete raccogliere solo mandarine e arance, non sapete giocare, africani di merda. Siete bastardi di merda, negri di merda. Quand il commence à parler, je cherche à marquer un deuxième but encore, un troisième but encore, je continue à jouer. Comme ça, c'est ça qui me permettra de me venger. Sinon, je ne pourrais rien faire. Fin de journée, Yaya rentre au camp. Il est arrivé sur l'île de Lampedusa il y a 4 ans. C'est un survivant. La moitié des 400 migrants de son embarcation sont morts, noyés. Aujourd'hui, il est très amer et met en garde les candidats à l'exil. Je leur conseille de ne pas venir ici en Europe. Pas seulement en Europe, nulle part même. Ils doivent rester travailler chez eux. C'est mieux. Je regrette beaucoup. Ne lui reste comme réconfort que la prière et le foot. Les dimanches sont des jours particuliers pour Don Roberto. Le matin, il célèbre la messe, sans ses joueurs de foot. Ils sont tous musulmans. On va gagner. Mais la célébration à peine terminée, il fonce récupérer ses joueurs. C'est aussi jour de match. Le curé-président est un homme très occupé. Dans les autres équipes, il n'y a pas besoin de trouver du travail aux joueurs, de s'occuper de leur permis de séjour. C'est ça le plus dur, ne pas avoir assez de temps. Il y a toujours un truc à faire, quelque chose qui n'était pas prévu. Au camp de réfugiés, il retrouve Doumbia et les autres. Mais à peine arrivé, tout le monde vient le voir. Il n'y a pas que les footballeurs qui ont besoin de lui. Ça c'est bon, ça va. J'ai fait une photocopie. Pourquoi tu as perdu ton titre de séjour? Tu vois, on va gagner 2-0. 2-0. Ils peuvent enfin partir pour le stade. Doumbia chauffe ses coéquipiers. On peut gagner quoi, Bosco? On peut gagner quoi, Bosco? Dans le stade, une trentaine de supporters. Que des Italiens blancs pour l'équipe adverse.
Et 5 Africains pour Yaya Doumbia et leurs amis. Sur le banc de touche, le curé président souffre plus comme un papa que comme un supporter. Je ne suis pas nerveux, j'ai surtout peur qu'il se fasse mal. Je n'y connais pas grand-chose au foot. Mais il s'improvise aussi agent de joueur. L'année dernière, ses meilleurs éléments ont eu papier et contrat dans de meilleurs clubs, en Allemagne et dans le nord du pays. Voilà pourquoi il joue. Et pourquoi il gagne. Victoire finale 1-0, but de Doumbia. Encore une fois, pendant 90 minutes, ils ont oublié le racisme, l'exil et leur salaire de misère. Ouais, Doumbia, le buteur. Je vous ai donné ce billet pour que vous n'ayez qu'à lire. Faire la promotion de ça en France, il y a un enfant ici qui se débrouille pas mal. La nuit tombe sur Rosarno. Les footballeurs rentrent au camp dormir sous la tente. Demain, le quotidien reprend. Une dure journée de travail les attend. Il faudra patienter encore une semaine pour rêver à nouveau.